Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Je m'installe à mon tour avec plaisir dans cette maison chaleureuse, avec une profonde envie de partager des récits de vie bouleversants. Pour découvrir des itinéraires inspirants. J'ai eu un petit copain, il connaissait pas trop la religion juive. Papa a appris, il m'a appelé et il m'a dit écoute, voilà, je sais que tu sors avec quelqu'un qui est non juif. C'est ou lui ou moi. Si c'est lui, à ce moment précis où je te parle, je n'ai plus que 3 enfants. C'est sorti comme ça, je lui ai dit mais écoute papa, c'est lui. Mais aussi pour mieux comprendre ces parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et à grandir. Beaucoup de couples disent que cette mixité est une richesse. Et on peut être admiratif de ce qui s'est passé parce que le résultat est formidable. Ils sont restés unis malgré tout ça. Je trouve que c'est beau quand même. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager 1001 vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Je rencontrerai bientôt Martine Nezri, élevée par un père rabbin. Elle grandit dans le respect des lois religieuses. Adulte, elle épousera pourtant un homme de confession catholique. Une situation inacceptable pour son père, qui la renie. Martine restera alors 10 ans sans voir sa famille. Elle vient aujourd'hui témoigner de ses années de souffrance, mais aussi montrer que rien n'est plus important que l'amour. Bonjour. Ça va Martine? Entrez. Très bien, merci. Entrez dans notre jolie maison. Oui. Mettez-vous à l'aise. Comment vous sentez? Merci beaucoup. Bien. Est-ce que je vous sers quelque chose à boire? Vous avez eu froid peut-être? Non, Non, ça va, merci ça va? Un beaucoup. petit peu de café, rien? Un petit peu de jus? Non, merci. Alors, on va parler de votre histoire, évidemment, oui. Martine. Pendant des années, vous êtes restée à l'écart de votre famille, rejetée pour des motifs religieux. Vous êtes de confession juive. Vous avez épousé un homme catholique. Votre père est rabbin Tout à fait. et s'est opposé à cette union. Vous êtes restée combien d'années exclue de votre 10 famille? ans. 10 ans, quasi jour pour jour. Vous allez nous raconter tout ça. Oui. Votre histoire d'amour a commencé il y a 30 ans maintenant. Vous êtes toujours avec Pascal. Toujours, oui. Il est le papa de vos 2 enfants. Oui, 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 c'est ça. Donc, vous allez nous dire ce qui s'est passé, comment vous avez vécu cette exclusion, comment vous avez eu vos 2 enfants loin de votre famille, surtout de votre père. Vous allez nous raconter tout ça et puis évidemment, Avec on va se poser plaisir. des tas de questions. On va se demander comment on peut faire ce choix par amour en ayant à renoncer à sa famille. On va essayer d'en tirer des clés pour comprendre et pour se projeter dans votre histoire. Pour préparer ce rendez-vous, je vous ai demandé de regarder vos photos, vos albums de photos, et puis de retenir celles qui ont jalonné votre parcours, celles qui ont compté pour vous. Je vais vous laisser aller les découvrir, vous en imprégner, et puis je vous donne rendez-vous dans le salon. D'accord? D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Allez-y, je vous retrouve tout à l'heure. Time after time, I've tried to walk away every day. Now all I can do is leave it up to you. Oh, 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 you better stop before you tear me apart. You'd better stop before you go and break my heart. Ooh, you'd better stop if you love me. Now's the time to be sorry, and I won't believe you could walk out on me. Ooh, ooh, ooh.
Alors, ému devant toutes ces photos? Ben oui, c'est le fil d'une vie de plus de 50 ans de vie, donc oui. La petite fille que l'on voit là, elle a quel âge là, sur cette photo? Elle a 7 ans et demi. Vous lui diriez quoi aujourd'hui, du haut de votre histoire et de toutes ces années qui ont défilé? Je lui dirais, fais ton maximum pour profiter de la vie et pour faire le bien autour de toi et pour être toujours, avoir les yeux ouverts. Martine est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Elle naît dans l'Oise et grandira en suivant strictement les lois de la religion juive. Qui est votre père? Mon père, c'est Jacques Nézri. Il était rabbin de sa profession et ça a pris une place très importante dans notre vie de famille. Oui, ça ne le quittait pas. C'était vraiment une vocation, quoi, plus qu'une profession. Ça veut dire quoi, que la religion était très présente dans votre éducation? Ah oui, oui, très présente. De toute façon, donc je suis de confession juive. Et c'est vrai que c'est une religion qui, je pense, comme la religion musulmane, un petit peu se vit au quotidien, quoi. Plus que c'est pas une religion qui est ponctuelle, comme chez les chrétiens où il y a Noël, Pâques. Bon, c'est de temps en temps quelques fêtes. Je pense que la religion juive, déjà dans l'alimentation, ça se vit au quotidien. Et d'autant plus que papa était rabbin, donc forcément, ça prenait toute la place, quoi. Ça représentait quoi pour vous d'être la fille du rabbin? Beaucoup de fierté déjà. C'était le rabbin de l'Oise, connu, reconnu, qui avait une très belle voix quand il faisait les offices. Et donc j'étais fière, oui, très fière de papa. Et fière de baigner à ce point dans la religion, où vous vous en démarquiez un petit peu? Alors, vous aviez un esprit un peu rebelle ou pas du tout? Petite, pas de soucis, pas d'esprit rebelle petite, quoi, jusqu'à l'adolescence. Et après, pour mes parents, ça s'est gâté quand même, les pauvres, ça s'est gâté. Pourquoi? Tout était... Bon, par exemple, j'étais dans une école laïque, donc avec des gens qui n'étaient pas de confession israélienne. Mes parents, forcément, voulant privilégier pour mon avenir de femme, quoi, d'avoir un mari, justement, de confession juive et tout, tiquet, faisait attention. Quand j'avais des petites copines, il n'y avait pas de problème, des amis. Mais par contre, quand je commençais avec des garçons, on me disait, que votre père se mêlait de vos fréquentations, faisait une sélection, faisait des commentaires? Dès que il savait que j'avais c'était des fleurs, c'était rien de signifiant, mais il mettait toujours les hauts là. C'est-à-dire que, au mieux, il prenait son téléphone, il appelait le garçon en disant, écoute, stop, tu la vois plus et tout. Et comme mon père était il avait beaucoup de présence et d'autorité, le garçon était flippé, donc plus de nouvelles, plus de son, plus d'images. Et où il me menaçait, il me disait, écoute, tu arrêtes, je ne veux plus. Lui, il souhaitait quel type d'homme pour vous? Je pense comme tout, déjà quelqu'un de religion juive, ça il n'y avait pas de souci, mais on était d'accord sur ce point-là. Mais quelqu'un qui avait une bonne situation, une bonne famille, quelqu'un qui me respecterait, voilà quoi. À 18 ans, vous en avez trouvé un? Oui, j'en ai trouvé un, c'est-à-dire que j'étais donc très rebelle, tout le temps dans la contestation. Avec papa, il me disait de faire blanc, je faisais noir. Pourquoi vous étiez dans la contestation à ce point? C'est vrai que au bout d'un moment, j'avais envie de prendre ma liberté, de voler de mes propres ailes. Et j'avais l'impression d'être étouffée un petit peu dans le carcan familial, indépendamment de la religion. Fallait les soirs se coucher à 20h30. Je voulais aller en boîte de nuit, par exemple. J'avais 17 ans. Alors, il fallait que tous les copains copines viennent à la maison, demandent à papa si je pouvais y aller. Alors, quelqu'un, il demandait avec qui, à quelle heure, à quel endroit. J'avais envie de faire un tas de choses de mon âge. Et étant l'aînée, mes parents avaient mis des règles un petit peu drastiques. Voilà, donc j'ai eu un petit copain. Papa a pris, parce qu'il y a toujours, comme on était connus, donc il y a une âme charitable qui l'a appelé ou qui est allée le voir et lui a dit, votre fille, elle fréquente un tel. De confession juive? Oui, par contre, oui. Et donc là, il a su que notre relation était sérieuse. Sérieuse parce que vous aviez des projets avec lui? Non, sérieuse parce que c'était plus qu'un flirt, quoi. C'était une relation qui était consommée. Hors mariage, et voilà. Donc papa
a commencé le premier ultimatum de ma vie. Il y en a eu 2, donc avec papa. Il m'a dit, c'est simple, maintenant, ou tu te maries avec lui, ou tu le quittes. Et comme j'étais la rebelle dans toute sa splendeur, je lui ai dit, banco, non, on se marie. Je voulais ma liberté, quoi. Et en fait, bon, je l'aimais beaucoup, hein, très gentil garçon et tout, mais c'était pas l'amour de ma vie, donc... Vous êtes mariés quand même. Ah oui, oui, on s'est mariés. Et comment ça s'est passé? Donc on avait notre petit appartement, etc. Moi, j'étais étudiante, mon mari travaillait, puis je faisais des petits boulots pour arrondir les fins de mois, parce que c'est difficile. Mais je suis super contente, je fais mes courses toute seule, je sors quand je veux, je rentre comme je veux. Et c'est un copain à moi qui, une semaine ou 15 jours après, m'a dit « Mais c'est marrant, au lieu de me dire je suis heureux, je suis avec l'homme de ma vie, il me dit « Tu me parlais que de ta liberté et voilà, ta possibilité de faire tout ce que tu voulais, quand tu voulais, sans que personne te dise oui ou non. » Donc j'ai assez vite compris que il y avait une erreur de casting. Moi, j'étais très vivante, j'aimais la fête, la bringue. Lui, c'était un bonnet de nuit. On était aux antipodes, quoi. Et je culpabilisais parce que, donc, je dis à maman, ouais, franchement, je me suis trompée. J'ai dit à papa, voilà, et elle me dit, écoute, si ça va pas, vaut mieux lui dire franchement et pas continuer dans cette voie. Donc quoi, au point de décider de divorcer? Ouais, au bout de, je sais pas, 8-10 mois. Donc, bon, je lui en ai parlé. Et pour lui, c'était très difficile. Mais pour Martine, c'est la seule solution envisageable. Vous allez demander le divorce quand vous faites une autre rencontre qui, celle-là, ne vous laisse pas indifférente. Vous rencontrez Pascal. Voilà, je rencontre Pascal. Dans une soirée où vous étiez allée avec votre mari. Oui, j'étais forcément pas trop bien dans mes baskets parce que j'étais en séparation, parce que voilà. Et on discute, donc je lui raconte un petit peu mon parcours en lui disant voilà, je suis avec mon mari, etc. Lui m'explique rapidement qu'il s'est séparé au mois d'avril de sa femme, qu'il a un petit garçon. Et je culpabilisais vraiment ce soir-là et je lui ai dit oui, voilà, mon mari est toujours... Bon, je le voyais, j'ai dit bon voilà, il va pas tarder à venir me récupérer parce que là, il est en train de bouillir. Et j'ai dit mais ça me fait mal au cœur, voilà. Et il m'a conforté, il m'a dit tu sais, moi, il m'arrive la même chose. Ça faisait 10 ans que j'étais avec mon épouse, mais ça n'allait vraiment plus. Et elle a eu l'audace ou le courage de prendre la décision qu'il fallait qu'on se sépare. Et moi, je suis malheureux parce que, bon, voilà, j'ai toujours des sentiments. Mais il dit, bon, voilà, dans la vie, malheureusement, il faut savoir prendre des décisions. Tu as fait un choix, ne culpabilise pas, ça arrive à tout le monde. Et puis, il y a mon futur ex-mari qui vient, qui me dit, écoute, on rentre, là, c'est bon. Donc, voilà, je suis partie. Qu'est-ce qui vous a plu chez cet homme? Il était grand, brun, bel homme à mon goût, hein. Est-ce qu'il vous a fait... Enfin, vous lui avez demandé s'il était juif ou pas? Ah, pas du tout, non. Bah, de toute façon, je savais qu'il n'était pas juif. Alors, vous l'avez revu, cet homme-là Ah ben, en fait, je suis rentrée à la maison et va savoir pourquoi, peut-être, je sais pas, un coup, mon côté rebelle encore, où j'ai dit, il faut absolument que je le recontacte. Ah oui, quand même. Quand même. Pas de Facebook, pas de téléphone portable, rien pour eux. À l'époque, on fait quoi? Donc... tout ce que je savais, c'est qu'il venait d'ouvrir un commerce il y a quelques mois. Donc, j'ai pris l'annuaire, j'ai fait les pages blanches et j'ai appelé les gens qui habitaient cette ville en disant, vous savez pas, il y a un nouveau vidéoclub qui vient d'ouvrir. Alors, première, vous étiez non. quand même acharnée à l'idée de le revoir. Déjà. C'était quand même du boulot pour le retrouver. C'était vraiment... oui. C'est vrai qu'après coup, je me dis... Vous avez mis combien de temps pour le retrouver? Ah ben, dans la journée, là, le dimanche, j'ai pris mon annuaire et à force de fil en aiguille, au bout de 3-4 personnes, quelqu'un qui habitait la rue qui me dit oui, il y a un magasin qui vient d'ouvrir. D'accord. Et il s'appelle Pascal Vidéoclub, c'était pas très recherché, mais bon, elle dit je vais aller voir le numéro sur la porte de l'enseigne. Elle me l'a donné. Le lendemain, bon, je l'ai appelé. Donc je lui dis allô, vous me reconnaissez? Il me dit oui, c'est Martine. Je lui explique un petit peu mon cheminement, comment j'ai retrouvé, voilà. Il était très content, il allait faire la même chose le jour même, ou je sais quand plus. même, là, vous vous dites, bon, ça me fait plaisir qu'il soit content, non? Ah oui, oui, j'étais flattée, mais bon, j'avais pas de projet en me disant je vais sortir avec, ou je vais... Non. Donc vous êtes allé le voir, et puis ça s'est bien passé? Oui. Et vous vous êtes revus?
Pendant une semaine, j'allais le voir quand je pouvais, hein, parce que j'avais quand même, je cohabitais avec mon futur ex-mari, donc je me débrouillais, quoi. J'allais le voir, on discutait beaucoup, etc. Et puis au bout d'une semaine, petit bisou, quoi. On a commencé à... Et je lui ai tout de suite dit, donc, tu sais, on va pas pouvoir continuer. Il comprenait pas pourquoi j'avais commencé une relation si on pouvait pas la continuer. Donc, je lui explique, mon père fait telle profession, machin. Bon, il connaissait pas trop la religion juive, quoi, si de loin. Il comprenait pas du tout pourquoi, si on est bien avec une personne, si tout se passe bien, etc. Et donc... Est-ce que vous aviez quelles attentes, vous, à ce moment-là? Vous aviez envie quand même de vous marier, d'avoir des enfants? Vous pensiez à ça? Oui, mais pas avec lui. Pas avec quelqu'un qui n'était pas juif, quoi. Donc avec lui, possible. c'était pas possible. Pour moi, ce n'était pas possible. Sauf que les sentiments s'en mêlent. Voilà, vous avez tout compris. Ah ouais, ça, je comprends bien. Ça, c'est un problème. Les sentiments, voilà, j'ai sous-estimé mes sentiments. Alors, ça... pourquoi vous êtes attachée à lui? En quoi il était différent de ceux que vous aviez rencontrés jusque-là? Ben justement, le fait qu'il n'était pas juif, ça faisait toute la différence. Parce que jusqu'à présent, les garçons que je connaissais qui étaient juifs connaissaient en général mon père. Et j'étais toujours la fille de Monsieur Nezri, la fille du rabbin. Martine est bien décidée à écouter ses sentiments. Cependant, aller contre sa religion et celle de son père sera une épreuve terrible. Elle en a parfaitement conscience. J'avais très peur. Honnêtement, j'étais en mode panique. Je dis, là, quand papa va savoir, mais comment ça va se passer? La première fois, il m'a sommé de me marier sur le champ ou de casser. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? J'appréhendais énormément. Lui, il me dit, mais écoute, je vais aller lui parler. Donc je me dis, bah non, tu vas pas aller voir papa. Il me dit, mais c'est un homme comme tout le monde. Si je vais, je lui explique et tout. Oh, je dis, non, surtout pas. Donc il n'y est pas allé. Mais quand même, votre père a découvert cette relation. Ah bah oui, il y a eu... 2 mois plus tard. Comme d'habitude, on ne sait pas qui. Bon. Donc il a pris son téléphone. Il m'a appelé. Et il m'a dit, écoute, voilà, je sais que tu sors avec quelqu'un qui est non-juif. J'ai dit, maintenant... Voilà, c'est clair, Martine, c'est ou lui ou moi. Si c'est lui, à ce moment précis où je te parle, je n'ai plus que 3 enfants. Oh, quelle horreur. Comme ça. Et comme d'habitude, j'ai pas pris le temps de réfléchir, de lui dire, bah, écoute, je vais réfléchir. C'est sorti comme ça, je lui ai dit, bah, écoute, papa, c'est lui. Et il m'a raccroché. Et je suis restée comme ça. Comme ça. Pourquoi vous dites comme d'habitude? Parce que vous êtes très impulsive comme ça, vous... Oui, j'étais très amoureuse. Et j'avais ma fierté aussi de dire non à papa peut-être aussi. De lui dire, c'est pas toi qui vas encore... gérer ma vie. Donc c'était important pour vous de m'affirmer. De vous affirmer. Oui. Quelles ont été les conséquences? Comment s'est comportée votre famille à votre égard? Alors là, papa a essayé, réussissant pas mal quand même, à faire le vide autour de moi. C'est-à-dire que, bon, j'avais des frères et sœurs plus jeunes, donc bon, forcément... ils écoutaient leur père, hein, vous la voyez plus, vous lui parlez plus. Bon, maman n'a pas du tout cédé aux consignes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que maman lui a dit, écoute, moi c'est ma fille, je ne cautionne pas, je ne suis pas d'accord du tout avec ses choix de vie, mais elle restera ma fille, tu ne m'empêcheras pas de la voir, de la côtoyer, quoi. Donc voilà. Et puis mes oncles, mes tantes... mes grands-parents. C'était très dur, j'imagine, pour vous. C'était catastrophique. Est-ce que ça a eu des conséquences par rapport à votre couple? Oui, ça a joué sur notre couple parce que Pascal, sa famille, personne ne comprenait, quoi. Trouvait que c'était disproportionné. Mon père était un drôle de bonhomme, quand même, de réagir comme ça pour une sorte de religion. Il comprenait pas. Pascal, c'était pas ni un truand, ni un... Voilà. Bon, il était pas juif, point barre. Il ne comprenait pas du tout. Donc, à la rigueur, c'est moi qui me faisais l'avocat de papa en disant, oui, mais bon, il est rabbin, vous comprenez, ce que je fais, c'est vraiment très, très difficile. Et j'étais vraiment plus
mal que bien. À cause de cette rupture familiale? Oui, le soir, une fois que le film était terminé et tout, que je cogitais, je pleurais. Il me retrouve on était au lit, je me mettais à pleurer avant de m'endormir. Donc, qu'est-ce qui se passe encore? Tu vas pas me saouler encore avec tes histoires? C'était tendu quand même. Ouais, c'était chaud tendu des fois. Mm. Et bon, il me disait, écoute, si vraiment tu peux pas supporter, écoute, retourne les voir, on rompt et tout. Mais j'étais entre deux feux, quoi. J'étais amoureuse de Pascal, j'avais pas envie de le quitter et j'avais envie de voir ma famille, quoi. Mm. J'avais besoin des deux. Et jamais, lui, n'a eu envie d'aller un peu forcer les portes pour tenter de mais je l'ai dialoguer. j'ai toujours Retenu. retenu. Ah oui, Ouais, mais toujours. il l'aurait voulu. Oui, plusieurs fois. Mhm. Plusieurs fois, il a voulu faire son propre chef. Je lui ai dit non, je t'interdis, je ne veux pas. J'avais peur que... Peut-être que j'aurais dû, parce que papa, même si j'étais avec Pascal, il a jamais critiqué Pascal. Je veux dire, pour lui, c'était pas le problème. C'était de ma faute. Pour lui, la fautive, c'était moi. C'est moi qui ai fait le choix qu'il ne fallait pas, mais il en voulait pas cet homme, quoi. La culpabilité et la tristesse rongent Martine, mais son amour pour Pascal la porte malgré les difficultés. Ils s'aiment, rien ne peut défaire ce lien, et à 23 ans, Martine est enceinte, avant même d'avoir eu le temps de se marier. Je suis enceinte, c'était pas prévu. Il n'avait pas forcément de se reprojeter dans une paternité avec une relation fragile, dans le sens où j'étais super bien amoureuse, mais bon, j'étais mal dans mes baskets bien souvent à cause de la situation familiale. Et je lui dis, de toute façon, quoi que je sois avec toi, sans toi, je le garde, je ne me ferai jamais avorter, je suis contre, voilà. Bon, il me dit, ok, je respecte. J'en informe mes beaux-parents qui me disent, mais il en a déjà un, je comprends pas, vous n'allez pas le garder quand même. Ben si, on va le garder. Bon. J'en informe maman qui me sort tous les mots d'oiseau, hors mariage, papa pas juif, quoi, tu vas pas le garder. Et votre père ? Maman l'en a informé. Et mes parents avaient un petit pied-à-terre. Il est parti 1 ou 2 jours s'isoler. Il était vraiment pas bien. Il a très très mal. Parce que bon, tant qu'il n'y avait pas d'enfant, bon, tout était... Voilà, je n'étais pas mariée, il n'y avait pas d'enfant. On pouvait attendre que tout s'arrête comme ça avait commencé. Ça devait être difficile à vivre pour vous. Très difficile. Surtout un premier, je me faisais une joie. Et autour de moi, personne ne se faisait de joie. Que ce soit mes beaux-parents, mes parents, bien sûr. Pascal, c'était moyen, parce que, bon, voilà, il allait de papa, bon, c'était sans plus. Et voilà, j'étais toute seule. Il représentait quoi, ce bébé, pour vous ? Une confirmation de mon union avec Pascal. En me disant, ben voilà, s'il est là, si le destin a fait que tu as un petit être, c'est que, bon, c'est l'homme de ta vie et il faut persister. Alors, qu'est-ce qui se passe à la naissance de Jonathan, votre fils ? Vos parents reviennent vers vous ? Alors, maman, oui, elle me téléphone, etc., bien sûr. Et papa, je lui ai fait une lettre en lui annonçant, papa, voilà, nous sommes telle date, j'ai accouché d'un petit garçon, il pèse tel poids, il mesure 30 cm, il s'appelle Jonathan Jacques. Et voilà, j'aurais bien aimé te le présenter et que tu sois plus papa que rabbin. Il vous a répondu ? Non, j'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu de retour, j'ai rien eu. Votre mère a envie de voir cet enfant quand même. Oui, Elle maman. fait ce premier pas vers vous. Oui, maman, oui. Et même après, je vais la voir avec le petit. C'est son premier petit-fils, elle est contente. Moi, je suis contente, quoi. Alors, cette même année, vous allez vous marier civilement avec Pascal. Vous ressentez quoi ? J'ai invité personne de ma famille, quoi. J'ai pas invité mes parents, bien évidemment, parce que, bon, vu les circonstances. Et j'ai pas voulu, j'aurais pu inviter ma grand-mère ou des... J'ai pas voulu qu'ils aient à choisir, qu'ils aient peut-être à se mettre à dos mon père qui va leur dire « mais pourquoi vous allez à son mariage ?» et leur faire la tête et tout. J'ai pas voulu les mettre dans une situation délicate, j'ai préféré inviter personne. Pourtant, vous aviez prévu un buffet cachère ? Ouais, ouais. Mais quoi, vous aviez l'espoir qu'il vous J'avais fasse peut-être l'espoir. une surprise ? Ouais.
Donc c'est pas un souvenir de gaieté, ce mariage. Non. Mais j'ai donné le change, voilà. Mais j'étais triste. Les regrets s'accumulent. Malgré tout, la maternité comble Martine et 4 ans après son fils, c'est Pascaline qui arrive dans la famille. Pascal exulte, tellement heureux d'avoir une fille. Quelle éducation religieuse vous leur donnez à vos enfants? Au début, il n'y avait pas d'éducation religieuse particulière. On mangeait cachère à la maison. En souhaitant quand même les élever dans la tradition juive? Oui. Alors, Pascal ne s'y opposait pas? Pascal ne s'y opposait pas du tout. Non, il était très respectueux. Là, à ce moment-là, vous avez vos 2 enfants. Voilà. Ils ne voient toujours pas leur grand-père. Non. Vous êtes resté combien d'années sans voir votre père? 10 ans. Comment vous le vivez à ce moment-là? Honnêtement, à partir du moment où j'ai eu mes enfants, où j'ai eu ma propre famille, c'était moins difficile. Alors c'était très très difficile certains moments, les fêtes juives. Bon, j'allais toujours, j'étais invitée chez ma grand-mère, chez ma tante, chez des amis, il y a toujours des gens qui m'invitaient pour les fêtes. Mais jamais en présence de votre famille Ah non, maman, papa et mes frères et sœurs, non. Et alors ce qui était le plus terrible et qui m'a, et j'y pense encore des fois, c'est mon frère qui a fait sa bar mitzvah, j'ai pas été invitée, et le mariage de ma sœur. Donc ils avaient fait le soir du mariage civil, ils avaient fait dans une salle une fête, et je me suis mise avec ma voiture et je voyais la salle à travers, il y avait des grandes vitres, et je voyais tout le monde habillé en dimanché, habillé en habit de fête, et moi je sortais du boulot, j'entrais chez moi. Et ça, c'était difficile. Donc 10 ans à l'écart de votre famille, et pourtant il y a des retrouvailles qui commencent à s'envisager, et ça se passe chez votre tante, donc chez la sœur de votre père. Oui, pas chez elle exactement, mais en fait ma tante avait subi une intervention du genou, et elle était en convalescence elle était dans une maison de convalescence. Et tous les mercredis, avec les enfants, avec mon fils qui avait 6 ans et demi et ma puce qui avait 2 ans et demi, j'allais passer 2 heures avec elle. Et puis un mercredi comme un autre, tout d'un coup, je vois mon père qui avait une prestance grand, avec son chapeau, son parka. Je vois arriver dans le parc au loin, je dis mince, mais c'est papa ça. Je fais à ma tante, mais il y a papa qui arrive. Et je commence à me lever en mode panique en me disant sauf qui peut, sauf qui peut. Et elle m'a mis la main sur mes genoux, sur mon genou, elle m'a dit reste là, ne bouge pas. Et donc j'avais mon cœur qui battait la chamade. Je me suis dit, Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait comme tête? il est arrivé, il m'a vu comme si qu'on s'était quitté la veille. Je me suis levée, je lui ai dit bonjour papa, il m'a fait la bise, il a embrassé sa sœur. Et puis ma fille tout de suite a dit c'est qui ce monsieur? Moi j'avais la gorge, il n'y avait pas un son qui sortait. Et ma tante lui a dit mais c'est ton papy. Ah c'est le papy, parce qu'elle savait, elle connaissait, on racontait l'histoire à la maison que voilà, on voyait pas papy, mais que mamie avait un mari, etc. Elle voyait les photos, etc. Et donc il a pris la puce sur ses genoux et alors elle était contente, le petit aussi. Et vous? C'est un moment dont vous aviez rêvé, j'imagine. Rêvé, mais j'étais en mode observation. Mais je pouvais rien dire. Alors lui parle avec sa sœur comme si de rien n'était. Puis avec les enfants, t'es comme avec des petits enfants, quoi. T'es en quelle classe? Comment s'appelle ta maîtresse, quoi. Moi, il me calculait pas trop. Et bon, il était pas. J'étais là, mais un peu transparente. Et j'ai rien pu dire. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, il a à nouveau ouvert les portes de sa maison? Alors ça a été très très vite, c'est-à-dire que l'information a circulé, il est rentré à la maison, maman était au courant, elle m'a directement appelée, elle m'a dit bon, écoute, dimanche, papa est d'accord, si tu veux, ils vont à Euro Disney, est-ce que tu voudrais bien envoyer Jonathan? Pascaline elle avait 2 ans et demi, elle était trop petite la puce. Elle m'a dit est-ce que tu serais d'accord? J'ai dit écoute, oui, moi il n'y a pas de problème. Donc il est parti avec son grand-père. Il est parti avec son grand-père.
Il s'est assis à côté de son grand-père devant dans le bus. Et il disait à tous les enfants qui montaient dans le bus que c'était son grand-père. Quoi. Et votre père donc va nouer avec ses petits-enfants des vraies relations, il passe du temps avec eux. Ça a été tout de suite. En fait, donc le dimanche, il y a eu cette sortie. Il est revenu, Jonathan est revenu, donc ravi, enchanté. Les bras chargés de petits cadeaux pour la petite sœur que le papy avait acheté. Est-ce que pour autant, votre père ouvre sa porte à Pascal? Ah non. Et comment il réagit, Pascal? Pascal, très bien, très intelligemment. Ça lui en fait disant, plaisir moi, ça pour me ses fait enfants plaisir pour toi et pour les enfants qu'ils soient accueillis. Ils adorent leurs grands-parents, leur grand-père. Il n'y a pas de raison que je les prive parce que ton père ne me reçoit pas. Alors, quand est-ce que ça va changer tout ça? À partir de quel moment a-t-il accepté de rencontrer votre mari? Alors, mon fils doit faire, il a suivi les cours religieux, il doit faire sa bar mitzvah. Pascal est convié, ma belle famille aussi. Donc là, votre père donc, sait qu'il va rencontrer Pascal. Oui. Et Pascal est allé le voir, s'est présenté. Voilà, je suis le papa de Jonathan. Mon père était toujours dans la représentation. Il savait donner le change, enchanté, très souriant. Il a bavardé avec les amis qui n'étaient pas juifs, la belle famille, ma belle-mère qui me dit « Mais je comprends pas, votre père est charmant, je comprends pas du tout. » Et en fait, le véritable déclic se produit plus tard, en 2004. Oui, alors là, en 2004, papa, malheureusement, oui, il fait un contrôle et de manière comme ça, fortuite, on lui apprend qu'il a un anévrisme au niveau de la aorte cardiaque et qu'il faut l'opérer très rapidement parce que si l'anévrisme, il peut décéder, quoi. Ouais. Donc, il s'est fait opérer. Donc, à cœur ouvert. À cœur ouvert. Est-ce que ça l'a changé? Ah, complètement. C'est-à-dire? Du jour où il est sorti du bloc, je ne sais pas, le fait d'avoir touché à son cœur, ça veut dire qu'il était devenu plus papa que le rabbin que j'avais toujours connu. Et puis, un week-end, comme d'habitude, je vais récupérer mes enfants, aller le week-end chez mes parents en général. Donc, je les faisais déposer par la nounou le vendredi soir et je les récupérais le dimanche. Des fois, j'allais avec Pascal. Pascal attendait dans la voiture devant. Je vais m'asseoir dans le canapé et j'entends ma mère. Je dis, mais elle a pété un câble. Je l'entends aller dans le bureau. J'étais dans le salon en train de bouquiner une revue. Dire, Jacques, quand même, on va quand même dire à Pascal de rentrer boire le café. Il ne va pas rester encore dans la voiture. Et j'entends papa qui lui dit, bah oui, il n'y a pas de problème, dis-lui. Vous vous dites quoi, vous? Enfin? Oui. Ouf, ma vie va reprendre le cours de une vie normale avec tous les êtres qui me sont chers. Il aura fallu que son père entrevoie la mort pour qu'il revienne vers sa fille. Martine retrouve enfin sa famille qui lui manquait tant, mais le bonheur sera réellement complet le jour où son père accepte d'officier pour la communion juive de Pascaline, la fille de Martine. Je voulais vous dire que cette cérémonie, elle revêt un caractère particulier dans la mesure où l'année dernière, à cette même époque, je ne savais pas si j'allais durer. Et Dieu a fait en sorte de m'accorder un sursis sur cette terre, et j'en suis très conscient, moi qui enseigne à longueur de journée, l'amour que nous devons à Dieu. Pascaline, j'ai un faible pour toi. Ouais, il avait toujours un faible pour la petite. Et je suis bien récompensé. Je sais tout l'amour que tu me portes. Et je suis très heureux parce que, comme tu ressembles à ma maman, n'est-ce pas? Alors, je me revois plonger un peu dans mon passé, dans mon jeune âge. Tu as à peu près le même sourire que ma mère. Donc il y a beaucoup de joie, beaucoup de gaieté à ce moment-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Énormément d'humour. Alors, vous allez vivre ce bonheur de cette vie de famille reconsolidée, reconstituée pendant 4 ans. Et puis, hélas, ça a été de courte durée parce que qu'est-ce qui se passe au bout de 4 ans? Au bout de 4 ans, 3 ans et demi après, papa, au début, on lui dit c'est une cruralgie, bon bref, une sciatique d'un nerf. Il tombe malade, quoi. Il a tombe des malade, il a des douleurs dans de... les jambes, ouais. sciatique, machin, truc. C'est une fibromyalgie. C'est la moelle épinière, les globules blancs qui ne se régénèrent pas à la moelle épinière.
Et le risque de cette pathologie, donc, c'est d'avoir une leucémie foudroyante, et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Vous l'avez accompagné? Vous étiez souvent à ses côtés? Oui, tous les jours. Vous tous les avez jours. pu vous dire des choses Non, importantes? jamais. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il savait, je savais, on savait qu'il allait partir, mais mon histoire me paraissait futile. Je veux Qu'est-ce dire, que vous auriez aimé lui dire que vous ne lui avez pas dit à ce moment-là? que si je l'avais, tout ce que j'avais fait, mes choix, je les regrette pas parce que j'ai une famille formidable et un mari, des enfants, etc. Mais que je regrette, c'est de l'avoir blessé et que j'espère qu'il n'est pas malade et mourant à cause de moi. Et j'ai toujours culpabilisé un peu en me disant, si il est si malade, son cœur était si malade, c'est de ma faute, je lui ai fait tellement de mal. Lui, il m'a pardonné, je suis sûre. Il ne m'a pas dit, mais ça se voyait, je le sentais. Je me demande si c'est lui qui devait pardonner ou c'est moi qui devais me pardonner. C'est ça. Si c'était à refaire, Martine, parce que j'entends quand même dans vos mots que vous ne regrettez pas vos choix. Non, parce que je vois aujourd'hui où j'en suis, avec mon mari, qui est adorable, et avec mes enfants, dont je suis fière. Donc je n'aurais pas envie de changer une virgule. Non. Mais par contre, je changerais peut-être le filigrane, c'est-à-dire que quand j'ai eu mon fils, j'aurais dû prendre peut-être mon fils dans les bras, puis aller le voir et lui mettre sous le nez. Peut-être que, voilà, des choses, le prendre un petit peu par les sentiments, parce que c'était une grosse carapace, je pense, papa, mais avec dedans, avec au fond un grand gamin, quoi. Qu'est-ce qui est important pour vous que l'on retienne de votre histoire? Que le temps ne se rattrape pas et qu'il faut essayer, même si on a l'impression de se battre contre des moulins à vent, mais y aller, affronter les problèmes au moment où ils sont là et pas attendre en se disant on verra plus tard et souffrir dans son petit coin. Comme disait Barbara, car tout le temps perdu ne se rattrape guère, car tout le temps perdu ne se rattrape plus. Tout à fait, Sophie. Et votre couple, est-ce qu'il en est sorti comment, ce couple, de tout ça? Je pense qu'on a réussi notre voilà. Quand vous voyez cette photo, vous vous dites quoi? On est bien. On a bien réussi à allier nos différences. Le mixage, voilà. Pascal respecte énormément, même s'il n'est pas croyant, il est athée, il respecte notre religion, il est très respectueux. Il est particulièrement intelligent, respectueux, il est fier que nos enfants soient juifs, puisque c'est la maman qui transmet la religion, donc il est fier. On va aller plus loin peut-être pour savoir comment votre fille a vécu tout ça. Quel est son regard justement sur votre mixité, sur vos différences, comment ça l'a construit, elle. Et puis on aura également une conseillère conjugale qui est souvent confrontée à la mixité. Donc il y a Pascaline qui va nous rejoindre et Diane, je vais aller les chercher. D'accord, avec plaisir. Merci en tout cas de votre confiance. C'est moi qui vous remercie. Je vais les chercher. D'accord. Cela paraît presque facile lorsqu'on écoute Martine parler. Elle a la pudeur, de ne pas dire la difficulté de la reconstruction. Pourtant, une question nous préoccupe tous. Comment a-t-elle fait ? C'est pour tenter de répondre à cette question que j'ai voulu aujourd'hui écouter ses proches, afin de mieux comprendre comment chacun d'entre nous peut tirer des enseignements de l'expérience si particulière de mon invité. Je pense que parler, déjà, ça désamorce beaucoup de choses. Le dialogue, évidemment. Le plus vite possible, parce qu'après, on s'enferme dans un secret. Plus on attend, et c'est de plus en plus difficile de parler. Alors, Pascaline est votre fille. Oui. Quel âge, Pascaline? Alors, j'ai 23 ans. 23 ans, avec déjà un enfant, si jeune. Oui, de 7 mois. Et un compagnon dont vous allez nous parler. Et puis, Diane, vous êtes conseillère conjugale et vous êtes souvent confrontée à des problèmes de mixité. Donc, nous allons profiter de votre expérience pour donner des conseils à ceux qui nous regardent, en tirer quelques enseignements de cette histoire. Alors, je vais commencer peut-être avec Pascaline, qui ressemble à sa maman.
Quel regard vous portez, Pascaline, sur l'histoire de votre mère? Comment vous avez découvert déjà son histoire? Quand vraiment j'ai su son histoire, c'était vers l'âge de 16 ans. Parce qu'avant, je me rendais pas bien compte, enfin, je comprenais pas tout. Et quel regard, Comment vous l'avez apprise, cette histoire? Déjà, mon grand-père ne voulait pas trop, quand j'étais un petit peu plus jeune, j'ai compris qu'il ne voulait pas voir mon père. Oui. Donc, Vous avez déjà, posé des questions, vous, à l'époque? pas tout de suite, non, parce que j'étais trop jeune. Et ensuite, vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé à questionner ma mère et à lui demander pourquoi papy ne veut pas voir papa. Et c'est là qu'elle a répondu à toutes mes questions. Qu'est-ce qu'elle vous a répondu, en fait, concrètement, quand vous aviez 16 ans? Que mon grand-père était contre... J'ai du mal. Mon père n'était pas juif, donc ça ne convenait pas du tout à mon grand-père. Et comment vous avez réagi, vous? J'étais étonnée et attristée, et ça correspond pas du tout à l'image de mon grand-père. Comment? Comme quelqu'un de tolérant, d'ouvert? Quelqu'un de tolérant, d'ouvert. Pour moi, c'était juste impossible qu'il ne parle pas à sa fille pendant 10 ans. Surtout qu'ils étaient très fusionnels, donc... Quand vous avez su, est-ce que vous en avez parlé avec votre grand-père? Pas du tout. Jamais? Jamais. Vous aussi, vous impressionnez? Oui. Pourtant, il avait l'air de bien vous aimer, de vous aimer particulièrement. Quand on voit la vidéo de votre... comment ça s'appelle? Bat mitzvah. Bat mitzvah. Il y a la bar mitzvah Pour les garçons et la bat mitzvah pour les filles. Voilà. J'étais très proche, oui, de mon grand-père. Mais j'ai jamais osé lui parler de ça. Pour moi, ça me concernait pas. Puis je me voyais pas lui poser des questions et... Quelle éducation vous avez reçue, vous? Votre mère nous disait tout à l'heure qu'elle vous a élevé quand même dans la tradition juive. Dans la tradition juive, oui. Donc ça veut dire quoi? Ça suppose quoi pour vous? Que vous devez fréquenter des garçons de confession juive? De confession juive, oui. Le préféré. Toute ma famille préférée, oui. Préféré ou vous obligez? Non, c'était même pas une obligation, mais tout le monde préférait, oui, que je sois avec quelqu'un de religion juive. Est-ce que vous avez respecté cette préférence? Non. Comment ça, non? Non, parce que j'aurais bien voulu, mais ça n'a jamais abouti. Donc quand j'ai essayé, et ensuite j'ai rencontré quelqu'un de catholique, dont je suis tombée amoureuse. Donc du coup, la vie a fait que... Alors, est-ce que quand... Ça a été facile d'en parler avec votre mère? Parce que qu'est-ce que vous souhaitiez, vous, pour votre fille, Martine? C'est vrai que moi, je m'en suis jamais cachée avec mes enfants. J'aurais aimé qu'ils corrigent un petit peu mon écart de conduite, si je peux m'exprimer ainsi. Mais vous exprimez ainsi en souriant, avec ironie, ou vous pensez vraiment ce que vous dites? Oui, je le pensais, mais sans les forcer. Je veux dire, je me voyais mal entre guillemets, les obliger. Je veux dire, à la rigueur, ils m'auraient dit, mais attends, toi, papa n'est pas juif, tu es très heureuse, tu es bien, on fait ce qu'on veut, quoi. Mais c'est vrai que j'aurais aimé. Puis les enfants aussi, pour me faire peut-être plaisir, et pour eux-mêmes, ils auraient bien voulu si ça s'était présenté. Pourquoi c'est important de perpétuer la tradition? Parce que les traditions se perdent, et c'est dans 5, 6, 10 générations, plus personne saura que l'aïeux était rabbin, pratiquant, quoi. Donc, comment vous avez réagi, vous, quand votre fille vous a avoué qu'elle sortait avec un catholique? Elle me l'a avoué, elle me l'a présenté, je l'ai apprécié, j'ai tout de suite apprécié la personne, et non, j'ai pas du tout... Il n'était pas question d'exprimer un rejet? Ah non, pas du tout, non, ça ne m'a pas effleuré l'esprit du tout. Est-ce que vous avez pensé, vous, Pascaline, est-ce que vous l'avez redouté, ce rejet? Pas du tout, parce que elle a fait la même chose. Donc, je l'ai suivie et voilà, j'ai fait exactement... Non, j'ai apprécié, je veux dire, au prime abord, je juge la personne en tant qu'être humain. Et la religion, voilà, il aurait été juif, ça aurait été super, il l'est pas, c'est pas la fin du monde du tout, c'est un garçon très bien sous tout rapport, qui rend ma fille heureuse, donc... Est-ce que vous auriez pu subir ce que votre mère a subi ces années sans voir sa famille et sans voir son père? Non, je pense pas.
C'est difficile de rester lié comme ça et en sachant que son père ne lui parle plus. C'est quand même compliqué. C'est-à-dire que vous pensez que même très amoureuse d'un homme catholique, vous n'auriez pas supporté de vous séparer de vos parents? Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Qu'est-ce que vous dites, vous, à ça, Martine? Vous lui dites quoi? En fait, si la situation s'était présentée, peut-être que tu aurais eu la même réaction Non, parce que moi. Pascaline n'a pas le même caractère que moi. Elle est beaucoup plus... Moins rebelle? Oui, elle est moins rebelle et puis elle est... Bon, moi, je suis très attachée à mes parents et tout, mais j'avais un vent de liberté. Et Pascaline, ses parents, elle a du mal à être séparée de nous, même si on part en vacances, même si elle est adulte et tout, on est toujours en contact. Je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué que ça n'a été encore pour moi. On se ressemble physiquement, mais pas intellectuellement. Alors, et pourtant, elle vous ressemble en ce sens qu'elle a reproduit un peu le même schéma que vous, puisqu'elle est aujourd'hui dans un couple mixte, avec un compagnon catholique, pas très pratiquant peut-être? Pas du tout pratiquant même. Aucun des deux. Donc Même c'est pour vous? ça qu'on s'entend, même moi. Ah bon. Est-ce que il vous tient à cœur, vous aussi, de perpétuer la tradition juive avec vos enfants? Bah, j'aimerais bien, oui, qu'elle suive un peu, mais après, c'est libre de son choix. Elle fera ce qu'elle veut quand elle grandira. Mais vous respectez quand même les grandes fêtes religieuses? Oui, quelques grandes fêtes, oui. Les fêtes les plus importantes, quand je suis dans ma famille, je fais la fête comme tout le monde, et voilà. Mais quand je suis toute seule ou non. Alors Diane, vous êtes conseillère conjugale. De plus en plus, dans la société actuelle, vous êtes confrontée à la mixité des couples. Quelle définition vous en feriez de la mixité? Alors, la mixité pour un couple, ça va être une différence entre les deux membres de ce couple. Ça va pouvoir être une différence de nationalité, une différence culturelle, une différence ethnique, une différence linguistique, une différence religieuse. Voilà, des différences dans le couple qui va faire que chacun arrive avec ce qu'il est. Alors j'imagine que ces différences induisent forcément des difficultés. Alors, de fait, la différence fait une différence, c'est-à-dire qu'il va falloir faire avec cette différence. Et après, ça peut être induire des difficultés. En tout cas, c'est un sujet. Ouais. Comment vous interprétez ce rejet de la famille de Martine? Alors là, on n'est plus dans la différence culturelle du couple. C'est-à-dire que, d'après ce que j'entends, le couple de Martine fonctionnait bien dans la famille. Il faut voir la différence entre ce qui est reçu en héritage de culture, de religion, et chaque famille accorde un poids différent à ce qui est reçu dans l'héritage, ce qui est transmis. Et donc là, peut-être que c'était quelque chose que la famille a eu plus de mal à accepter. C'est vrai que c'est pas facile. Alors, on va entrer dans le concret, dans le détail. Concrètement, la mixité, ça induit quelles difficultés dans un couple? Alors, au tout départ, il va y avoir ce qu'on dit, l'acceptation par la belle famille. Donc ça va être un sujet. Après, il y a aussi quelque chose qui est le regard de l'autre, le regard de la société. Pourquoi je me choisis un compagnon ou une compagne si différente? Après, il va falloir pouvoir s'adapter sur la vie de tous les jours. Ça va être, dans la vie quotidienne, des us et coutumes différents, notamment alimentaires. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des interdits alimentaires? Qui fait quoi? Qui mange quoi? Ça a été un problème d'ailleurs pour vous, Martine, hein, ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, est-ce que je fais cachère? Est-ce que je fais pas cachère? Est-ce que mes enfants feront cachère? Est-ce qu'ils mangeront du saucisson? Tout se rejoue avec les enfants. La transmission. Voilà, parce que avec les enfants, ça va être, est-ce qu'on fait la communion ou la bar mitzvah? Est-ce qu'on fait... Voilà, alors, et on déjà, recommence... Pour être dans le conseil, on va revenir d'abord à la présentation aux familles, parce que les premiers problèmes commencent avec ça, puis après on verra ce qu'il faut faire avec des enfants. Quels sont vos conseils là-dessus? Alors, chaque famille est unique, hein, et chaque couple est unique, chaque histoire est unique. Donc, tout dépend effectivement du poids que l'on pense que sa famille accorde à la différence du conjoint qu'on s'est choisi. Hein, il se peut très bien que la différence culturelle soit pas un problème, la différence ethnique soit pas un problème. Donc déjà, il faut connaître sa famille. Hein. Alors, dans le cas, par exemple, de Martine, où évidemment il y avait un vrai parti pris pour qu'elle trouve quelqu'un de sa religion. Dans ces cas-là, on a vu quand même ce papa avec beaucoup d'autorité qui en imposait, et on a vu
qu'elle en a eu peur. Qu'est-ce que vous conseilleriez, vous, dans ce type de situation? Alors moi, évidemment, je pense que parler, déjà, ça désamorce beaucoup de choses. Le dialogue, évidemment. Mais c'est pas toujours facile. Et là, vous parlez de peur. La peur, c'est une émotion très forte qui peut nuire à la parole. Donc effectivement, il faut parler le plus vite possible parce qu'après on s'enferme dans un secret. Plus on attend, ça ajoute du mensonge, de la dissimulation et c'est de plus en plus difficile de parler. Alors, l'idée aussi, peut-être, c'est de créer une troisième voie, une sorte de mix des deux religions. Alors là pour la diversité, le couple mixte religieux, c'est compliqué parce que tout dépend du poids de la religion pour chacun. C'est-à-dire qu'il y a dans certains couples, un des deux, il n'y aura même pas besoin de trouver une troisième voie parce qu'un n'est pas pratiquant et se fiche complètement de quelle religion va être adoptée. Comme dans mon cas, quoi. Ouais. C'était votre cas. Donc ça c'est une solution. Si on est une religion pesante tous les deux, c'est vrai que ça pose problème. Par contre, si Voilà. chacun a sa religion et il tient à fond... Est-ce que vous auriez alors pu là, il y a être plein- aussi il y a- tolérante qu'il ne l'a été vis-à-vis de vous et de votre famille? Vous auriez pu, Non. vous, faire preuve de Honnêtement, tolérance non. dans l'autre sens? Honnêtement, c'était bien comme ça parce que Ouais. lui était athée, quoi, d'origine catholique, mais athée. Et qu'il a abondé dans mon sens et qu'il a suivi. Mais mes pratiques étaient importantes et sont importantes. D'accord. Et ça aurait été un problème si j'étais tombée amoureuse de quelqu'un qui me disait moi, ma religion, j'y tiens. Et ça aurait été encore plus compliqué, un cran au-dessus. Après, pour les enfants, ça dépend des couples. Il y en a qui vont dire les filles de la religion de la mère, les garçons de la religion du père, ou l'inverse. Ou alors on va dire l'aîné de telle religion, le second de telle religion. Ah bon, parfois, Ah ça- bon on Oui. fait en sorte que les Voilà, enfants exactement. épousent la religion. Voilà. Et il va y avoir encore une troisième voie qui va C'est- pouvoir être, alors- il choisira à 18 ans. Ouais, mais ça me paraît terrible comme solution, qu'il y ait un enfant qui épouse une Bah oui. religion et l'autre l'autre. Il vaut mieux ne pas faire la même chose avec chaque Alors, enfant. je vous dis ce que je vois. Tout est possible. Et vous parliez d'inventer une troisième voie. C'est des voies comme ça qui sont inventées. D'accord. Alors, vous dites tout est possible, d'accord, mais vous, en tant que conseillère, qu'est-ce que vous préconisez? Quelle religion prendre? Alors, Oui, le par sujet exemple. religieux, il est quand même très C'est particulier compliqué, ouais. parce qu'il vient chercher d'autres choses. C'est pas uniquement de la transmission culturelle. Ça, il faut voir où commence le culturel et où commence le religieux. Et souvent, c'est très lié. C'est une frontière très étroite, le religieux et le culturel. Si vous avez un des membres qui tient beaucoup à sa religion, Ah oui. parfois l'autre va Ah oui. s'effacer et ça va bien se passer. Ça dépend. Alors, si chacun s'arc-boute, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, il faut faire preuve quand même. On sait que lorsqu'on s'expose à une mixité, il va falloir faire preuve de tolérance, d'acceptation. Ça entre en jeu pour que tout se passe bien. Voilà, il va falloir parler encore plus. Déjà, dans un couple, il faut parler. Là, il va falloir aborder les sujets. Oui, mais alors justement, ça peut être une solution pour que les couples soient plus durables. Absolument. Le fait de nécessiter un dialogue encore plus poussé. Beaucoup de couples disent que c'est une richesse. Ouais. Vous, Martine, vous nous disiez tout à l'heure que votre couple a été renforcé quand même par toutes ces épreuves. Donc c'est bien ce qu'on disait quand même, que ça induit un dialogue, une compréhension. Oui, mais je pense que ça peut être... Je pense que le ciment d'un couple, plus on a de différences, plus ça peut être compliqué aussi, parce que deux êtres humains, déjà, de s'entendre, c'est pas évident. Donc, quand on a beaucoup de différences, je pense que, faut y mettre du sien et plus batailler, plus dialoguer pour que le couple... Et ça peut aussi faire tout l'inverse, parce qu'on a des conceptions, des choses complètement différentes à la base. Donc, ça peut faire tout l'un ou tout l'autre. Mais dans mon cas de figure, oui, ça a renforcé. C'est vrai que c'était un ciment. Et parce qu'on a trouvé un modus vivendi et puis un fonctionnement qui convenait à tout le monde et que mon mari était assez, entre guillemets... Tolérant, ouvert. Qu'il a accepté beaucoup de choses, qu'il a suivi un peu mes pratiques et mes us et coutumes. Mais peut-être que si lui avait été campé dans une religion de manière ça aurait été très différent.
Ça aurait été différent, mais peut-être que vous seriez justement arrivé à surmonter ces difficultés et le couple en serait sorti encore plus uni. Peut-être, oui. On ne peut pas savoir. Oui. Pourquoi on parle de plus en plus de mixité dans notre société? Ça représente combien de personnes, combien de couples? Les couples mixtes, alors en France, hein, il y a à peu près 250 000 mariages par an, et les couples mixtes, ça va être 15%. C'est un chiffre qui a doublé en 10 ans. Hein. Donc il y en a de plus en plus. Comment l'expliquer? D'abord, le monde a rétréci, le monde est plus petit. Les jeunes voyagent plus, du coup. On se marie plus dans son village. Donc, de fait, la mixité est plus facilement atteignable. Et donc, on ramène son conjoint qu'on a rencontré dans un voyage, dans ses études, Erasmus ou autre chose. Au lieu de ramener un souvenir, on ramène un conjoint, une conjointe. Eh ben, on tombe amoureux de quelqu'un et on veut faire sa vie avec. Oui. Et alors donc vous, au vu de votre expérience, ça induit des problématiques différentes aussi. Alors oui, et en même temps non, parce que j'ai envie de dire, chaque couple est biculturel. Hein. Bien sûr. Tout le monde De fait. vient avec Ses bagages. son histoire, l'histoire de sa famille, ses valeurs, ce qu'il a envie de garder, ce qu'il peut ne pas garder. Et donc le travail de qu'est-ce que je garde dans ma nouvelle famille et dans mon couple, et qu'est-ce que je peux laisser, ça c'est un travail très très important à faire au moment de la constitution du couple. C'est pour ça que je dis parler, parler, parler. Est-ce que les couples survivent à la mixité? Oui, bien sûr, puisque la preuve... En général, je veux dire, en dehors Alors, de l'histoire Il de n'y a pas plus de Martine. divorces dans les couples mixtes Alors, que il ça, y a plus de sujets sérieux à discuter. Hein. Vous avez une belle-mère insupportable, elle peut être de toutes les religions, de toutes les cultures. C'est une belle-mère insupportable qui vous pourrit la vie. Il va falloir discuter et trouver une solution. Est-ce qu'on peut essayer de voir dans quel cas, en général, le couple n'y survit pas? Le couple ne survit pas à partir du moment où le sujet ne peut pas être dépassé. C'est-à-dire que c'est une fin de non-recevoir des deux côtés. C'est pour ça que très souvent, il y en a un qui dit très bien, tant pis, ou pour que ça continue. Sinon, effectivement, si les deux sont arc-boutés, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, c'est ça. En général, ce sont des couples qui se délitent assez vite, ça, non? On voit assez vite si on est capable de sortir des rouages familiaux ou pas. Alors, c'est pas forcément parce que le couple, on mûrit, on vieillit, on s'assouplit. Effectivement, on peut trouver des solutions, mais effectivement, il y a aussi il y a des ruptures aussi dans ces couples-là, bien sûr. Quel regard vous portez, vous, sur l'histoire de Martine et de C'est une Pascal? histoire formidable, c'est vraiment une très très belle histoire et on peut être admiratif de ce qui s'est passé parce que le résultat est formidable. Je veux bien entendre qu'il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de choses difficiles à surmonter et donc c'est un petit peu aussi ce que je peux dire, c'est que chacun porte en soi la force de surmonter ses difficultés. Parce que vous auriez très bien pu abandonner en cours de route. Ça a duré quand même très longtemps. Et donc, ça, tout dépend de la façon dont la personne est construite. Et elle va mettre toutes ses compétences au service de son couple. Donc c'est un enseignement qu'on peut tirer d'un couple mixte aussi? Oui, bien sûr. Ouais. La vraie leçon, c'est si vous êtes assez sûr de vous et de votre valeur, vous ne vous sentez pas menacé. Si vous laissez tomber des choses qui étaient importantes pour vous, vous dites « je suis toujours le même » sans ça. C'est pas évident Non, de c'est pas partir évident. dans un couple en étant sûr de C'est pour soi. ça que, au moment de la formation du couple, il est bon de parler, et de voir et de pas découvrir ça au fur et à mesure. Et quand l'enfant est né, et on se dit alors qu'est-ce qu'on avait décidé, de quelle religion il va être. Est-ce que le choix du prénom est déjà quelque chose d'extrêmement symptomatique. Comment on va s'appeler l'enfant, hein, c'est déjà un marqueur si on peut se mettre d'accord sur le prénom de l'enfant. Et Pascaline, alors, quel enseignement vous avez tiré, vous, de l'histoire de vos parents? Ils vous offrent quelle image de couple? Je pense qu'ils sont quand même... ils sont restés unis malgré tout ça. Je pense que c'est bien déjà. Et Est-ce que c'est un modèle pour vous, leur couple? oui, c'est un modèle, bien sûr, de tenir autant de temps loin de son papa et d'avancer. Et par amour, je trouve que c'est beau quand même.
Et alors, qu'est-ce que vous avez voulu reproduire, vous, puisque vous reformez un couple mixte? Quel regard vous portez là-dessus? C'est amusant quand même de la voir reproduire ce schéma. Alors que manifestement, elle a été choquée parce qu'elle a compris à l'âge de 16 ans par le fait que son grand-père ait pris ses distances. Là, on est vraiment dans la reproduction transgénérationnelle que vous soulignez. Ouais. Et ben voilà, c'est une preuve. Alors, c'est une preuve de quoi? D'abord, ça veut dire que elle l'a bien vécu. Parce que sinon, elle l'aurait rejeté. Ouais. Elle a dit, je veux surtout pas faire ça. Non, j'ai pas pensé à ça parce que je savais que ma mère, elle acceptait. Enfin, j'ai pas eu de doute. Je savais très bien qu'elle allait l'accepter. Tant que c'est quelqu'un de bien et de respectueux, quelqu'un de droit, je pensais que j'ai eu aucun doute sur ça. Elle a reproduit, mais sauf que là, bon, elle part sur un terrain un peu plus facile. Vu qu'elle a vécu la même chose, je pense pas qu'elle va me faire vivre ce qu'elle a déjà vécu auparavant. En même temps, de toute façon, c'est jamais complètement la même chose. Elle n'est pas vous n'êtes pas votre fille et votre fille n'est pas vous. Donc déjà, ça fait une différence. Quel conseil on peut donner à ceux qui s'apprêtent à vivre, à choisir quelqu'un de religion différente ou de couleur différente ou de culture différente? Alors, il va falloir en parler. Savoir ce qu'on fait et décider à deux de ce qu'on veut. Voilà. Mais ce qui me semble intéressant dans ce que vous dites, c'est que ça suppose effectivement de se poser des questions qu'on a parfois tendance à occulter quand on se met en couple comme ça sans réfléchir. C'est ça le problème quand on est au début d'une relation, on est dans l'effusion des sentiments et la raison, on l'oublie un peu. Je veux dire, ça me fait penser à ces couples qui veulent adopter un enfant, par exemple, et qui doivent passer par tout un processus, un cheminement psychologique, à se poser des tas de questions avant qu'on leur donne l'agrément. Alors que parfois, quand on est dans un couple et qu'on fait un enfant, on se pose pas toutes ces questions. On ne s'est peut-être pas posé toutes ces questions-là. Exactement. Ça me fait un peu penser à ça. Un petit peu à ça, absolument. Mais il y a des choses qui sont très bien faites. On peut faire une préparation à la vie de couple et qui va vraiment aider à réfléchir en disant qui je suis, d'où je viens, qui tu es, d'où tu viens, et qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Bah voilà, il faudrait que tout le monde fasse ça. Mais vous en connaissez beaucoup qui font ça. Mais moi, je fais ça, et j'ai des jeunes qui viennent, effectivement, et qui sont très contents d'avoir fait ça. Ce serait bien dans la préparation au mariage, par exemple, il pourrait y avoir une préparation au mariage civil et à la vie de couple. Ça se fait, et c'est vraiment très, très utile. Et vous avez un retour là-dessus? C'est un très bon retour. C'est-à-dire, en général, les couples franchissent la barre fatidique des 7 ans de vie commune? Alors, en général, ils sont très contents d'avoir fait ça. Ils ont trouvé ça très intéressant de le faire parce qu'ils ont appris sur eux et sur l'autre. Et ils se disent, mais oui, c'est vrai, c'est un sujet. Et on a réfléchi. Au moins, on sait on sait dans quoi on s'engage, comme vous disiez. Un coup de tête, très amoureux, on ne sait pas toujours. Mais est-ce que concrètement, quand ils viennent vous voir, voilà, ils sont dans l'effusion des sentiments, ils posent les bonnes questions, et si le test dit non, on peut pas, il n'y a personne qui veut bouger le curseur de ses opinions ou de ses idéaux, ou ils font quoi? Ils disent bon, bah, ils passent la porte de votre cabinet, ils disent bon, bah écoute, on s'arrête là. Non, justement, alors, ils apprennent à bouger le curseur. S'ils viennent, c'est qu'ils ont conscience qu'il va y avoir quelque chose à faire et que c'est un sujet important. Donc déjà, ils viennent dans cet état d'esprit. Après, s'ils viennent pour pas bouger et dire c'est comme ça et pas autrement, si l'autre est d'accord, moi tout me va si l'autre est d'accord. Il peut y avoir n'importe quelle solution qui sorte de ce genre de discussion. Si les deux sont d'accord, pourquoi pas? Enfin, en tout cas, ça me paraît être une bonne idée, moi. Avant de se lancer dans une vie de couple, apprenez. Comment vous appelez ça? Une formation? La préparation à la vie de couple. Et au mariage civil. Ça me paraît judicieux. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre histoire, Martine, avant de découvrir nos dénicheurs? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ou par exemple, vous allez donner des conseils à votre fille? Non, parce que je crois qu'elle a été à la bonne école à la maison. Elle sait comment on fonctionne et ce qui a fonctionné. Donc, voilà. Et puis, elle était dans une famille... moi, j'étais vraiment dans une famille très pratiquante, etc. Bon, elle, c'était un peu plus light. On a mixé un peu... nous, on fait pas de sapin de Noël, Hanouka, comme ça, pas de différence. Mais sur le plan de ce qu'on peut en retenir sur le plan de l'amour et de l'attention qu'on peut avoir l'un pour l'autre. Je rejoins Diane, il faut beaucoup de dialogue, de toute façon, quelles que soient les problématiques, que ce soit
pas forcément religieuses ou de différence. Je pense que quand on est en relation avec une personne, le dialogue est, même dans la vie dans tout, faut dialoguer et ça manque beaucoup de nos jours. Les gens ne dialoguent pas assez, se retranchent derrière un tas de choses. Et parfois, on perd des années, c'est un peu ce que vous dites voilà. par rapport à... Et puis par rapport à mon histoire, oui, il faut pas perdre de temps Il faut pas faire la politique de l'autruche. Je sais pas si j'ai été lâche ou trouillarde ou quoi, mais bon, on peut mettre les mots qu'on veut, mais voilà. En tout Quelquefois, pousser une porte, même si on sait que on va se faire refouler, faut essayer de la pousser, au moins on n'a pas de regrets. J'ai pas de remords, mais j'ai quelques regrets quand même. D'accord avec Voilà. ça, Diane? Oui, ben, je peux que être d'accord, oui, bien sûr. En tout cas, votre histoire nous montre quand même que l'amour permet de dépasser quelques blocages et quelques barrières, hein, et d'ouvrir quelques portes. Merci de votre confiance. On a parlé de mixité religieuse, culturelle. Je vais maintenant vous présenter nos dénicheurs qui ont enquêté dans ces domaines pour justement nous présenter des initiatives, des associations qui prônent toutes sortes de mixité. On va en parler avec eux. Bonjour les amis. Charlotte et Eddie. Bonjour les dénicheurs. Voici Martine et Pascaline ainsi que Diane. Bonjour à tous les trois. Alors Luc, de quoi vas-tu nous parler? Eh bien, et si le dialogue interreligieux était possible si l'on mettait sous un seul et même toit une mosquée, une église et une synagogue? C'est un projet fou quand même. Ouais. Eh bien, c'est le projet d'un imam, d'un pasteur et d'un rabbin à Berlin, en Allemagne. Je vous en parle tout à l'heure. Donc sous le même toit, c'est bien dans le même bâtiment. Exactement. Ah, on va découvrir ça tout à l'heure. Pas mal. Charlotte? Alors moi, j'ai testé une super initiative. L'idée, c'est d'aller prendre 1 heure de son temps pour aller boire un café avec des gens que l'on ne connaît pas et qui ont des convictions religieuses différentes ou qui ont ce sont des personnes qui sont areligieuses. Donc j'ai appris récemment que religieuse, ça voulait dire ne pas avoir de religion. Voilà. Et l'idée, c'est de discuter tous ensemble pour apprendre à se connaître. Donc je vous en parle tout à l'heure aussi. D'accord. Et puis Eddie, qui est un peu le fruit de la mixité, puisque son père est français et sa maman tunisienne. Ma maman est d'origine tunisienne, D'accord. exactement. 22 ans seulement, mais déjà grand dénicheur devant l'éternel. Alors, qu'est-ce que tu as déniché aujourd'hui? Eh bien, je vais vous parler d'une association formidable. Mais cette association formidable a été créée à cause d'un conflit. Et ce conflit, c'est le conflit israélo-palestinien, qui a du mal à être réglé. Ouais, ça, c'est sûr. Et, Puisse dire. Au moins qu'on en parle. et alors, là, il y a 2 professeurs de langue, un professeur d'arabe et un professeur d'hébreu, qui se sont dit, mais et si au lieu de se taper dessus, et si on se parlait? Et pour se parler, il faut se comprendre. Et pour se comprendre, il faut connaître la langue de chacun, c'est-à-dire l'hébreu et l'arabe. Et c'est alors qu'est née, en 2004, une association qui s'appelle Parler en paix. Une association formidable où tout le monde peut aller, qu'importe sa religion, même Luc, qui est le plus athée d'entre nous, il peut tout à fait y participer. Je confirme. Et donc Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge, quel que soit l'âge, quel que soit son métier, tout le monde peut y aller. Et je suis allé voir comment se passait un de ces cours. Et donc on a fait un petit reportage qu'on peut regarder si... Mais ça se passe où? À Paris. Très bien. Alors, on regarde le reportage. Ce qu'on constate dans le contexte actuel, c'est que les cultures arabes et juives, je crois qu'il y a des images un peu réductrices de ces 2 cultures. J'organise des cours conjoints d'arabe et d'hébreu. Nous sommes les seuls sur la place de Paris à faire en sorte que les gens étudient les 2 langues, ce qui peut apparaître comme un défi un peu fou. Bonjour. Je suis Eddie. Oui, bonjour, Véronique. Là, je suis en train de finir d'installer un peu tout avant que nos adhérents arrivent. Ils vont arriver bientôt. On va commencer par les cours d'arabe. Ah oui. Donc vous avez déjà suivi des cours d'arabe? Pas du tout. Je viens là en tant que total novice. Ma mère est tunisienne, mais elle m'a jamais appris l'arabe ou quoi que ce soit. Bah, pour vous, ça va être une grande découverte alors. Ah mais totalement. Les gens s'inscrivent pour des cours 1 fois par semaine. Ils viennent, ils commencent par faire 1h15 d'une langue, et après les gens font 1h15 de l'autre langue. كيف الحال؟ بخير؟ كله تمام؟ Alors je suis sûre
que vous avez fait tous vos devoirs. Ils sortent juste d'une réunion. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent là en disant, OK, c'est quoi la conjugaison de ce verbe? Ah mince, c'est un verbe irrégulier. Ou je me souviens plus comment on prononce cette lettre. Je me dis, c'est quand même formidable, des gens comme ça. On va saluer un nouvel élève parmi nous, qui est Eddie, et qui sera alors parmi nous pour le reste de l'année. Alors, vous allez lui dire bienvenue. Pour le reste de l'année, ah ouais, quand même pas. Ça, c'est... Je vais te demander si tu te sens capable de te présenter en arabe, sinon on va t'aider. Donc, je suis Eddie. Oui, alors? Ismi Eddie. Ismi Eddie, très bien. OK. Ou Anna Eddie, tout simplement. OK. C'est encore plus simple. Anna Eddie. Anna Eddie. Momtaz, excellent, bravo. Il y a un certain nombre de personnes qui ne sont ni de culture arabe ni de culture juive. Ce sont des gens qui peuvent avoir leurs idées politiques personnelles, mais qui sont assez ouverts pour se dire « je vais aller apprendre sur l'autre ». Apprendre la culture de l'autre, apprendre la langue de l'autre, pour aller un peu au-delà de tous les clichés que l'on peut avoir. Alors maintenant, j'aimerais qu'on relise Christine. Maulouda Bilhania. Bilkhaïra. Bilkhaïra. Choukran. Faire l'effort d'apprendre sa langue, c'est déjà c'est faire un pas vers l'autre. Et donc, je crois qu'après, on peut vivre avec des personnes qui ne partagent pas notre culture. C'est vraiment le vivre ensemble. C'est le petit repas de convivialité, tu vois. Tout le monde se retrouve entre l'interclasse. Et c'est vraiment le partage, tu vois. Tu as pas goûté? Ah, mais je vais goûter. Bah, il faut goûter. Et ça, c'est plutôt israélien, on va dire. Tradition israélienne. Et tu fais ce cours pourquoi? Ah, parce que j'aime beaucoup apprendre les langues. Et ça me ramène un peu à mes origines, qui sont ce mélange de Méditerranée, l'hébreu étant juif. C'est une approche plus sociale que linguistique strictement. D'accord. Il y a une dimension sociétale sur le vivre ensemble qui est très 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 importante. Ne serait-ce que pour se retrouver comme ce soir tous ensemble. Notre volonté, c'est vraiment de montrer aux gens que c'est 1001 cultures. Découvrir une langue, c'est découvrir un autre monde. C'est se rendre compte que ces deux langues qui peuvent apparaître, deux langues de culture qui sont opposées, en fait, ce sont des langues sœurs. Haïnu, Haïten, Hayou. Ça va, Eddie, vous suivez? Oui, oui. Très bien. Tu as une très belle écriture. Hein. Ah. Non, c'est impressionnant quand même. C'est vrai? Ouais. C'est vrai. Je crois que là, j'ai quelque chose. C'est sûr qu'il va falloir intégrer en cours. Ah, je sais pas. Non, mais c'est vrai, tu es douée, c'est impressionnant quand même. Caroline, j'ai l'impression qu'elle se moque un peu de moi. J'aime bien comment il est. Pas du tout. Pas du tout, c'est vrai. Moi, je suis juive et de parents qui sont nés en Égypte. Donc, l'arabe faisait partie de notre quotidien. Donc, pour moi, c'est aussi très personnel de me rapprocher des deux. Je me sens plus chez moi avec les deux langues que juste une. Oui, Mazet, ça ira. Jeune. Ma tante. Oui, non. Sa tante. Sa tante. C'est quelque chose qui permet de vraiment comprendre une autre culture et de se rapprocher. Donc, d'enlever tous les freins, tous les préjugés, tout ce qui peut exister. C'est sûr que si tout le monde pouvait communiquer, apprenait à parler les langues l'un de chaque, ça apporterait beaucoup. Bien fait. D'abord... C'est une jolie démarche. En tout cas, il y a des gens d'origine diverses. Ah oui, totalement. Ta voisine, par exemple, elle avait plutôt l'accent du sud-ouest. Ouais. Hein. C'est Donc qui était la présidente de l'ASSO. Oui. La présidente de l'ASSO, d'ailleurs, qui a commencé en tant qu'élève. Là, actuellement, elle est présidente, mais avant, il y a 2 ans, elle était encore élève et ensuite, elle est devenue présidente tellement le projet l'a emporté, quoi. Alors, est-ce que tu sais te présenter en arabe, là? Alors, un petit peu. Anna, mais... Alors, eh ben, hop. La petite Ah, t'as des... je triche un petit peu parce que... Sèche. Alors, Anna Eddie, Askoun fi Faransa, Arkmal fi France 2. Ça veut dire, je suis Eddie, j'habite en France et je travaille à France 2. Par contre... Bravo. Ça voulait vraiment dire ça? Et en hébreu? Et en hébreu, par contre, alors, je ne sais pas du tout. Il faut retourner au cours suivant. Mais vous pouvez pas me dire comment ça se dit, comme ça je gagne peut-être un petit peu d'avance. Ani Mehdi. Ani Mehdi. Ani Gar Betsarfat. Ani Gar Veani Oved Be Tsarfat Shtaim. Joli. Ah ouais. Et Pascaline parle hébreu aussi?
Non. Non. Moi, j'ai pris des cours. Elle a pris des cours. Et vous n'avez pas envie? Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être quand je suis dans le pays, j'arrive, mais je me débrouille. Ouais. Quand on est dans le pays. Mais elle a pris des cours et elle y va régulièrement. Ah oui, à Plus quel âge, régulièrement que vous moi. avez commencé à prendre des cours, Martine? Sur Internet, il y a 4 ans, j'ai fait 2 ans toutes 2 fois par semaine en conférence, en vidéoconférence avec un professeur israélien. Donc c'est une démarche qu'on a envie de faire en étant peut-être plus âgée. Alors Vous moi, pensez que Pascaline peut y venir? Moi, c'était particulier. J'avais déjà pris des cours d'hébreu quand j'étais avec papa au cours quand j'étais petite, pour ma bat mitzvah que j'ai faite aussi. Donc j'avais déjà, mais c'est l'hébreu ancien. Et après l'hébreu parlé, en fait, j'ai un frère qui habite en Israël, qui a émigré quand il avait 18 ans, qui a sa famille là-bas, sa famille israélienne, ses enfants. Et on a acquis une petite résidence secondaire là-bas. Et pour communiquer avec mes neveux et nièces, et puis comme on y va souvent à la maison, pour pouvoir faire mes courses et tout, voilà, être un petit peu autonome. Très bien. Alors vous en pensez quoi de cette association? Ah ben c'est très sympa, c'est enrichissant quoi. Parce vraiment, que c'est pas qu'un apprentissage de la langue, ça débouche aussi sur une ouverture des relations culturelles. C'est ça, en fait, le but c'est de culturel l'association... et culturel quoi. Mais voilà, c'est Ça lie- pas seulement apprendre la langue, mais c'est aussi apprendre la culture, Voilà, de comprendre. l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a, entre chaque cours, il y a 30 minutes de pause où ils échangent énormément. Et ils mangent beaucoup de Et on gâteaux. mange j'ai bien, vu. on a l'air de bien J'ai vu manger. qu'on mange bien. Hyper bien. J'ai demandé la recette, bon je l'ai pas retenue parce que c'était bien trop compliqué, mais c'était hyper bon, cette espèce de truc jaune qui ressemble au houmous, c'était délicieux. Et ce qu'il y a, c'est qu'en plus de ça, ils proposent énormément d'événements qui mêlent les deux cultures ou qui font plusieurs cultures. C'est une ouverture vers l'autre. C'est ça, exactement. C'est vraiment vivre ensemble. C'est pas le vivre ensemble, là c'est carrément vivre ensemble. Donc c'est une association laïque ouverte à tous. Exactement. Il y a des jeunes aussi, il y a tous les âges. Oui, il y a absolument tous les âges. J'ai vu même des étudiants qui étaient là-bas. Donc une association avec un joli nom, puisque ça s'appelle Parler en paix. Voilà. Donc on va parler maintenant avec Charlotte, vu que le contexte interreligieux qui nous entoure est de plus en plus tendu, l'initiative dont vous allez nous parler est intéressante. Oui, alors ça surfe aussi sur l'idée de parler en paix, justement, ça pourrait d'ailleurs s'appeler comme ça. En fait, l'initiative s'appelle Kawa Grandir Ensemble, donc Kawa café en arabe, et Grandir Ensemble, ce sont 2 associations, et ce sont les responsables Marine et Kevin qui se sont rencontrés et qui ont créé cette initiative qui est donc de se retrouver lors de rassemblements dans des cafés pour échanger avec des personnes qui ont des convictions religieuses différentes des nôtres ou qui sont d'ailleurs non-croyantes. Et l'idée, ce n'est pas de parler au nom d'une religion ou d'une communauté, l'idée est de parler de soi et comment on vit au quotidien sa religion. Donc j'ai testé, je suis allée prendre justement un café. Alors comment ça se passe? On se retrouve tous ensemble, il y a des animateurs, on tire un petit papier avec un numéro et sur lequel on doit cocher sa conviction. Donc on nous propose agnostique, athée, musulman, juif, hindou, bouddhiste, voilà, on coche, on remet tout ça, il y a un tirage au sort à l'aveugle qui crée des groupes, qui crée des pairs. Et donc, on se retrouve en paire avec une personne qui n'est pas de sa conviction. Et pendant 1 heure, j'ai échangé, moi, alors pour le coup, avec Judith et Sénédou. Judith chrétienne, Sénédou musulmane. Judith d'origine togo-ghanéenne et Sénédou d'origine sénégalaise. Alors, on nous a donné un thème. Là, pour le coup, il y avait le thème cuisine. Donc, voilà, on nous remet ce papier avec des questions du type quel est votre repas de fête préféré, du type détox, diet ou jeûne, vous arrive-t-il d'avoir des périodes de restriction? Non, mais parce que alors vous parlez pas forcément de religion et de... Non. Exactement. Les questions de base ne sont pas forcément liées à la religion, mais peuvent entraîner effectivement des questions autour de la religion, ce qui a été notre cas nous. Du coup, on en a parlé du Ramadan, on a parlé du Carême, on a parlé de l'Aïd, voilà. Et c'est vrai que du coup, moi, je me suis retrouvée à poser des questions toutes bêtes de qu'est-ce que l'Aïd, pourquoi on mange une galette des rois. Enfin, donc c'était hyper intéressant parce que du coup, il y a vraiment cette connaissance. On pose des questions toutes bêtes, tout le monde est à zéro. Vraiment, c'est voilà. Appris plein de choses, quoi. J'ai appris plein de choses. Ce qui est terrible, comme, c'est de se dire qu'il faut organiser des rencontres dans notre société pour pouvoir s'ouvrir l'esprit, quoi, sur les autres. Exactement. Mais je trouve que justement, c'est une initiative pour ça qui est formidable, c'est que. Ce que je veux dire, c'est qu'on le fait pas forcément suffisamment spontanément. Eh oui, non. Si on a des amis d'autres confessions, d'autres cultures, d'autres ethnies, forcément, les questions, quand on se retrouve en... Alors justement, quand on est un couple mixte, est-ce que ça incite à avoir
plus d'amis, d'autres cultures, d'autres confessions? Est-ce que ça favorise une ouverture d'esprit différente? Dans notre cas, la plupart de nos amis sont non-juifs. Mais ça, c'est le hasard des rencontres. Donc, tous nos couples d'amis sont non-juifs. Mais justement, on a beaucoup de questions. Ils sont beaucoup intéressés. Ils connaissent à force de me... Mais ils me posent beaucoup de questions. Bon, maintenant, on a créé un groupe d'amis depuis 10-15 ans. Donc, ils connaissent. Mais au début, beaucoup de questions. Pourquoi on mange ci? Pourquoi pas ça? Pourquoi on fait ça? Je leur ai expliqué, quoi. Ils se sont beaucoup intéressés et tout. Donc, mais quand on vit dans des grandes villes, en fait, c'est facile de trouver des gens de convictions religieuses différentes. Et c'est vrai que quand on est dans des plus petites villes, c'est pas forcément le cas. Et en fait, je pense que... Parce que ces rencontres, elles sont organisées partout? Alors non, il n'y a pas que la religion, aussi on peut être différent. J'ai des amis qui sont d'origine sénégalaise. C'est pas une question de religion, c'est une question de culture, de cuisine. Et pareil, on échange. Ah bon, tu fais tel plat, pourquoi, machin, comment? Je veux dire, on peut avoir il n'y a pas que la religion, quoi. Il y a des tas de choses. C'est les rencontres de la vie. C'est la personne, et avec ses croyances, mais elle peut très bien être effectivement, pour reprendre votre exemple, sénégalaise, et puis elle être ou asiatique, ou voilà. Ce que je trouve très intéressant, c'est que la différence va engendrer des peurs. Exactement. Et la peur vient de quoi, en fait? De la méconnaissance. De la méconnaissance de l'autre. Et ce genre d'initiative crée des ponts parce que justement, voilà ce qu'il mange, voilà ce qu'il pense, voilà ce qu'il... Il parle comme moi, et ça crée des ponts. Exactement. On a peur de la différence. On a peur de la différence. C'est souvent parce qu'on méconnaît l'autre. On méconnaît l'autre, exactement. Et donc ces moments-là sont faits pour justement apprendre à connaître les personnes qui nous entourent. Intéressant. Et quand ça coûte? Pardon, parce que moi je me dis ça coûte quand même, non? Ah non, alors c'est gratuit, vous payez uniquement votre consommation. Il y a un site internet qui répertorie tous les événements en France, il y en a partout en France. Donc comment on fait pour participer à une rencontre comme ça? On va sur ce site et on choisit sa ville. Là, on va vous proposer donc les événements à venir par date, par lieu. Et il y a des thèmes aussi, donc comme moi la cuisine. Après, ça peut être la femme aussi. Voilà, différents thèmes. Et du coup, vous vous rendez directement. Ah, comme ça, sans s'inscrire rien du tout. Oui, je crois pas que vous ayez besoin. Il faut mettre ce site sur le milieu une vie. Voilà. Alors jusqu'à présent, il y a combien de personnes qui se sont rencontrées comme Alors donc ça existe depuis 2 ans. Ça a été créé en 2014. Il y a eu 130 rencontres, ce qui représente 1500 personnes qui se sont parlées. Et alors, ils ont comme objectif, dans les 2 ans, d'organiser 15 000 rencontres, 15 000 kawa grandir ensemble, ce qui représente donc un échange de 230 000 personnes. Et alors, juste une question à Eddy, l'association La Parler en Paix, c'est gratuit aussi pour prendre ces cours de langue? Non, ça coûte 400 €. Ouais. Plus 30 € pour adhérer au... 400 € à l'année. 400 € à l'année. Ouais, à l'année. Oui. Et, mais par contre, si on est étudiant aussi... Mais 400 € à l'année, à raison, on peut prendre autant d'heures de cours qu'on veut ou c'est une heure de cours? Alors, il y a un cours le mardi d'arabe et d'hébreu, et il y a un cours le jeudi d'arabe et d'hébreu aussi. D'accord. Donc ça fait donc 2 cours des 2 langues par semaine. D'accord. Très bien. Pour les maths aussi. Alors, merci Charlotte, parce que... On termine donc avec Luc, avec cette initiative formidable d'un prêtre, d'un rabbin. Elle n'est pas faite encore. C'est un projet. C'est un projet. Ah ben oui, je vous ai fait un petit peu. Voilà. Mais non. C'est une belle idée. Mais alors, comme on me dit que je parle un petit peu trop, je vous ai préparé une petite vidéo. Si tu veux bien la mettre, ça va vous expliquer. Ils nous ont fait pour nous une petite vidéo 30 secondes. Ça va vous lancer un petit peu le sujet. Regardez ça. Voilà. C'est en oui, France. alors House of One, comment on pourrait le traduire? La maison unique ou la maison une seule maison. Une seule maison, Une seule maison pour regrouper tout ce monde, on va dire. Une pour tous. Une pour tous, voilà. Une. Non, mais ça, c'est un projet. Vous l'avez vu sur l'image, c'est une maquette, ce qu'on voyait, d'accord, une image de synthèse. En fait, il s'agit donc d'un imam, d'un rabbin et d'un pasteur, puisqu'on est en Allemagne, donc ce sont des protestants, et qui ont décidé donc de se dire, il faut lancer ça. Il faut lancer cette maison unique dans laquelle il y aurait
une synagogue. Alors, en fait, il y aurait 3 pièces différentes, 3 maisons différentes. C'est utopique de faire... c'est juste sous le même... Sous le même toit. d'accord. Alors voilà, le projet c'est celui-là. On est ici à Berlin, une ville de culture, d'échange, où il y a eu vraiment des mélanges culturels importants. Et ici, sur ce sol, là c'est l'image de synthèse, mais dessous il y avait une église qui datait du XIIIe siècle, qui a été quasiment détruite pendant la guerre. Cette église a fini d'être rasée complètement, et sur ce parking, il y a eu un parking pour les voitures, et là, donc ils ont décidé de s'implanter là. Alors l'idée c'est quoi? Là vous voyez, on a d'autres vues d'images de synthèse. En premier, c'est d'avoir une espèce de pièce commune, comme ça, où tout le monde pourrait se retrouver pour pouvoir justement échanger un petit peu comme vous l'avez vu dans vos initiatives. Et puis après, ça c'est des coupes, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est ça qui est intéressant. Là c'est la pièce commune dont je vous parlais, et chacune des pièces amène ici... Vers un lieu de culte. Voilà, la mosquée, Amen, c'est pas fait exprès, l'église, et ici, la synagogue. Mais on entre dans chacune des pièces par la pièce commune. Voilà. Il n'y a pas d'autres entrées. Non. Alors moi je me suis dit ça doit être quand même un casse-tête architectural cette histoire, parce que il faut pour les musulmans respecter l'orientation de l'imam vers la Mecque, et ça. Tout est respecté. La seule chose, il n'y a pas de minaret. Il n'y a pas de clocher, parce qu'on se dit qu'il faut avoir les mêmes proportions pour chacun des lieux de culte. Le volume est le même pour chacun de... Pas de jaloux. Pas de jaloux, voilà, l'idée c'est ça. C'est rigolo, non? Et alors, regardez. Et alors sont donc, beaux, quand même. qu'est-ce qu'il faut pour que ça puisse voir le jour? Alors voilà, pour l'instant, ça n'a pas vu le jour parce que c'est un projet colossal. Il faut 43 millions d'euros. Ah, oui, détail. Une paille. Un petit détail. Voilà. Alors, c'est marrant parce qu'ils ont fait un appel participatif, vous savez, sur Internet, où on peut acheter chacun une brique. Enfin, on peut en acheter 10, si on peut en acheter 200, si on veut. Mais la brique, elle coûte 10 €. Donc, on peut chacun acheter sa brique. Et pour l'instant, ils ont eu une aide de la ville, une aide du Land de Berlin, une aide du gouvernement fédéral. Ils ont déjà récupéré 4,5 millions d'euros. Bon, c'est pas mal, mais il en faut des 43. Donc, dès qu'ils ont 10 millions d'euros, ils estiment ça pour 2019, ils attaquent les travaux. Et il en reste combien de millions, Eddy, alors, là? Et il va en rester pas mal, ouais. En arabe, 30. 39. Même 38. Ça a déjà existé, un genre de culte unique? Et ce projet, moi je me suis dit, tiens, ça doit exister. Ça sert uniquement dans l'Empire ottoman, cher à mon cœur, puisque ma grand-mère était juive turque. Et donc, à l'époque de l'Empire ottoman, 19e siècle, il existait en Turquie des lieux communs, puisqu'il y avait beaucoup de juifs, de chrétiens et de musulmans qui vivaient. Ça existait. Et elles ont été transformées ou détruites. Donc ça n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est les seules traces qu'on a eues d'un seul et unique lieu, justement, où pouvaient venir chrétiens, juifs et musulmans dans un même lieu pour prier, pour célébrer les offices. Alors donc, si on veut participer à la construction de cet édifice... vous vous rendez sur le site de The House of One et vous pouvez voir l'avancée de l'évolution des dons, les échéanciers. Bon, pour l'instant, voilà, ça n'est qu'à l'état de projet. Et vous pensez quoi, que ça verra le jour un jour? Moi, je pense que ça devrait voir le jour parce que je trouve que ces 3 personnes-là ont une belle idée, une noble idée, qui est un vrai beau symbole. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Il faut être optimiste. C'est un symbole. Moi, je pense que la taille du symbole est à la mesure de ce que le symbole représente. Il mérite de réussir, mais effectivement, c'est un gros projet. Mais l'idée en elle est monumentale. Et donc, peut-être un symbole pour une grosse idée. Bon, je pense qu'on va s'arrêter sur cette conclusion et on va applaudir toutes ces magnifiques initiatives. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci de la confiance que vous nous avez accordée. J'aime bien terminer avec cette jolie maxime de Saint-Exupéry. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est un peu ce que font nos dénicheurs à chaque fois qu'ils viennent conclure ce rendez-vous. Merci à tous d'être venus et bravo. Si vous aimez les belles rencontres, lundi vous serez captivé par le témoignage de Yannick. Ce père a dû remuer ciel et terre pour sauver la vie de son fils, atteint par un mal inconnu qui le rongeait à petit feu. Ce n'est qu'avec l'aide du destin que Yannick réussira enfin à mettre un nom sur tous ces maux, la maladie de Lyme. Aujourd'hui, il tient à témoigner pour éviter que d'autres ne subissent les souffrances endurées par son enfant. En octobre 2013, Yannick tombe malade. On se dit, bon, c'est un petit virus, ça va passer. Sauf qu'au bout de 15 jours, ça passe pas. Il marche plus. Il est en permanence à 10 sur 10 de douleur pour les médecins. Il va falloir trouver une solution et la solution, c'est l'hôpital psychiatrique. Il y a refus de notre part parce que tous les signes cliniques de la maladie Yannick sont
porté sur la maladie de Lyme. Il faut bien se rendre compte qu'il y a des enfants qui sont en psychiatrie, qui n'ont rien à y faire, qui ont besoin d'un traitement antibiotique. Il faut absolument, absolument qu'il y ait une prise de conscience.